Audrey Vernon, avec vous, c'est le mot de la fin. Bonjour Eric, je suis très embêtée, je pars en Bonjour tournée. Audrey. Je suis très embêtée, je pars en tournée tout à l'heure en train, mais la direction de la SNCF fait rien qu'à tuer des cheminots. Ça va pas la tête. 2 la semaine dernière, un accident du travail et un suicide. Bravo. Moi, je vous le dis tout net, Catherine, je sais pas conduire les trains. Alors comme ce soir, je dois être à Thionville à 20h30, ce serait bien qu'ils fassent un peu gaffe aux gens. Vous savez, les gens, c'est les trucs dont s'occupe la DRH. Les dirigeants des entreprises publiques en ce moment, ils font pas gaffe aux travailleurs. Leur objectif à la SNCF, la Poste ou l'hôpital, c'est plus de faire rouler les trains, envoyer des lettres ou soigner des gens. Non. Leur objectif, c'est d'être rentable, comme une entreprise privée. Moi, je les comprends, j'adore l'argent. Et les services, c'est pas rentable, c'est un truc de scout. Aider une vieille chinoise à la poste à remplir son recommandé, on a beau retourner le truc dans tous les sens, c'est pas rentable. Quand je dis le truc, je parle du problème, Oui. hein, pas de la vieille chinoise. Nettoyer un vieux à l'hôpital pour la 3e fois de la journée, c'est pas rentable. Alors vous vous doutez bien que permettre aux gens de se déplacer, c'est définitivement pas rentable. Du coup, les dirigeants essaient de presser les travailleurs pour voir ce qui sort. Peut-être de l'or ? La semaine dernière, un cheminot qui s'appelait Édouard s'est suicidé en se mettant la tête sur les rails. Il avait 42 ans, il était syndicaliste et harcelé par sa direction. Il n'avait plus de poste, allait être muté et sanctionné. Faut dire qu'il avait fait un truc très grave. Il avait soutenu le regard. Alors ses chefs, messieurs Théboul, Hutto et Desrousseaux, c'est leur nom, hein, c'est pas moi qui invente, l'ont convoqué en conseil de discipline. Je savais pas qu'adulte on pouvait passer en conseil de discipline. J'espère qu'on va pas revenir au bonnet d'âne et au coup de règle sur les doigts. Vous allez me dire peut-être qu'il abusait aussi, Édouard, qui se battait pour un jet, une piscine à bulles, un salaire de PDG. Même pas. Il se battait juste pour que le temps d'habillage et de déshabillage soit compté dans le temps de travail, comme les stripteaseuses. J'étais gare Saint-Lazare, au rassemblement en hommage à Édouard, là où il travaillait, là où il s'est tué. C'était beau et triste mercredi dernier, quai numéro 1. Tout le monde est allé jeter une fleur sur les rails, à l'endroit même où il avait posé sa tête. Un rayon de soleil a éclairé ce matin gris. Des trains sont passés faisant hurler leurs sifflets. Sa fille est infirmière en gériatrie. Elle a écrit un texte dans lequel elle dit qu'elle avait été heureuse d'avoir un papa si jeune parce qu'elle pensait pouvoir en profiter longtemps. Je voudrais dire aux infirmières, aux cheminots et aux postiers que je ne sais ni conduire un train, ni faire un garrot et que je suis nulle en vélo. C'est vous qui faites tourner le monde. S'il vous plaît, continuez. Arrêtez de vous suicider. Audrey Vernon, toujours seule en scène. Donc c'est parti là. Donc bonsoir à tous et à toutes. Merci à Audrey Vernon pour cette chronique qui... Voilà, on est là pour un hommage à Édouard. Hein. Donc Édouard s'est suicidé le 10 mars 2017 à 23h30. Il est descendu sur les voies en gare Saint-Lazare, au bout du quai 1. Et il a été heurté par un train et il a été tué. Audrey Vernon a eu le courage et la gentillesse de faire cette intervention sur France Inter, puisque ça lui a quand même causé quelques soucis derrière. Et elle ne pouvait pas être là ce soir, et elle m'a dit de transmettre l'émotion qu'elle a eue dans les jours qu'on suivit, notamment le 15 mars, lors du rassemblement. Il y a eu à peu près 5000 personnes qui sont venues en hommage aussi à Édouard cette année-là, et de faire part de l'émotion qu'elle a eue devant la solidarité cheminote. Voilà, et ce soir, il va être beaucoup question, bien sûr, de solidarité et de réaction collective face à tout ce qu'on subit aujourd'hui dans le monde du travail et qui a des répercussions sur l'ensemble de la société. Juste alors, puisque c'est un hommage à Édouard, pour commencer en parlant d'Édouard. Édouard, moi j'ai fait sa connaissance en 2010. En 2010, il avait déjà des soucis avec la direction puisqu'il travaillait à Saint-Lazare sur un chantier, enfin dans un poste extrêmement difficile, un poste qui intervient principalement sur les conflits avec les voyageurs. Donc il était tout le temps dans des situations de conflit avec les voyageurs, et on sait qu'il y a beaucoup de perturbations à Saint-Lazare, donc il était perpétuellement dans une atmosphère conflictuelle. Et évidemment, la direction estimait qu'il y avait encore des progrès à faire sur ce chantier, qu'on pouvait amener plus de productivité, etc., etc. Et Édouard avait été attaqué donc, par la direction, puisqu'il avait dénoncé l'atmosphère qu'il y avait sur son chantier, voilà, un chantier extrêmement difficile, nerveusement et physiquement.
Et donc, il y avait eu une enquête du CHSCT à l'époque pour montrer que les collègues en venaient quasiment aux mains, tellement il y avait de pression, tellement il y avait de tension sur ce poste de travail, enfin sur l'ensemble des postes de travail. Ça s'appelle le Centre opérationnel Escale à Saint-Lazare, qu'ils en venaient quasiment aux mains en fin de journée ou dans des situations perturbées. Et ils vivaient à Saint-Lazare, on vit des situations perturbées tous les jours. Donc voilà. Ensuite, il a été mis en mesure conservatoire, c'est-à-dire qu'on l'a sorti 2 mois de son poste, puisque la direction a estimé que ça le rendait dangereux pour l'encadrement, le fait d'avoir dénoncé cette situation de stress intense lié au chantier. Ça l'avait rendu dangereux pour l'encadrement. Il a été sorti pendant 2 mois de son poste, mis à plier des enveloppes dans un bureau, et il a dû sa réintégration sur son poste que grâce à l'intervention de l'inspection du travail à l'époque. Ensuite, en 2011, il est intervenu sur une agression, enfin, il a été victime d'une agression en gare Saint-Lazare, parce qu'à l'époque, il y avait, la gare était en travaux et les automates de vente étaient sur le parvis de la gare, cours de Rome. Et donc, il y avait pas mal de tensions, enfin, de problèmes avec les voyageurs, etc., les passants. Et donc, il a été victime d'une agression et il a été suragressé par sa responsable, puisque au commissariat, ils sont allés déposer plainte avec le collègue, ils étaient 2 à être agressés. Elle lui a arraché le papier des mains, elle a été infecte avec lui pendant toute la soirée. Et donc, il y a même eu un agent de la surveillance générale, c'est-à-dire la police ferroviaire, qui a témoigné en sa faveur pour expliquer que l'attitude de la chef était extrêmement agressive. Voilà, et ça a été son premier accident du travail lié à l'encadrement et voilà, à ce qu'il subissait dans l'entreprise. Ensuite, en 2013, et donc oui, j'avais fait à l'époque, j'avais essayé de lui porter secours en rédigeant un rapport d'enquête en 2012. J'étais intervenu sur le chantier de Saint-Lazare pour essayer de voir ce que je pouvais faire pour abaisser les tensions entre lui et la direction et démontrer qu'en réalité, c'était des problèmes de management aussi. Et donc, j'avais rendu des rapports d'enquête pour montrer la situation extrêmement difficile sur Saint-Lazare. Mais ça n'avait pas désamorcé le conflit avec Édouard qui avait continué. Et en 2013, j'étais présent dans un couloir et il s'est plaint auprès du responsable des ressources humaines qu'on lui mentait continuellement. Et le responsable, c'est important de le dire, le responsable des ressources humaines, ce jour-là, a déclaré un accident du travail. Parce qu'Édouard lui avait dit, j'étais présent, donc je connais la scène, il lui a dit, je ne peux pas supporter que vous me mentiez comme ça, les yeux dans les yeux. Et le RH avait déclaré un accident du travail. Ça fait partie des techniques managériales qu'on verra plus tard pour essayer de réprimer les syndicalistes et tous les agents qui posent des problèmes en général, de les rendre responsables et comme ça de pouvoir prouver qu'ils sont responsables éventuellement d'un harcèlement moral, comme on va le voir avec Ahmed plus tard. Ça fait partie des techniques. Ils ont donc déclaré, les cadres de l'entreprise ont déclaré 4 accidents du travail dont Édouard aurait été responsable. À un autre moment, il rentre dans un bureau, il dit « J'exige de voir les procès-verbaux » parce que l'entreprise avait perdu, soi-disant, avait égaré l'armoire lors d'un déménagement, puisque la gare Saint-Lazare était tout le temps en travaux. Lors d'un déménagement, ils avaient perdu l'armoire avec les procès-verbaux du CHSCT. N'est-ce pas que une obligation légale oblige à garder pour 5 ans. Ils avaient perdu l'armoire, donc il était rentré dans le bureau en disant j'exige de voir les procès-verbaux, et la cadre a déclaré un accident du travail. Voilà le genre de pratiques auxquelles on doit faire face dans les entreprises aujourd'hui, voilà, le genre de situations qui sont vécues par les militants. En 2015 également, on avait eu une grande réunion de CHSCT, un comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, avec qui regroupait tous les CHSCT de l'établissement. Donc il y avait 5 CHSCT qui étaient présents. Et là, on s'était heurté à la direction, Édouard et moi, puisque à l'époque, Édouard venait de gagner en cours d'appel, puisqu'il avait pensé qu'en allant en justice, on allait lui foutre la paix un peu dans l'entreprise. Donc il avait gagné une première fois au prud'homme en 2014. L'entreprise avait fait appel
et il avait à nouveau gagné en appel et même confirmé et même aggravé la condamnation de l'entreprise en 2015. Et en septembre 2015, puisque on avait des preuves que la médecine du travail avait été intervenue contre lui en disant à ses collègues de ne pas le fréquenter, de ne pas lui raconter leurs problèmes, j'avais énoncé, j'avais dit pendant la réunion qu'on pouvait maintenant estimer que la médecine du travail était responsable d'un harcèlement moral envers Édouard, puisque l'arrêt de la Cour d'appel parlait de harcèlement moral, voilà, de constater un harcèlement moral. Évidemment, ça n'avait pas plu à la direction. La direction avait stoppé la réunion et avait déclenché derrière ça une enquête de l'éthique et de la déontologie. Alors, la direction de l'éthique et de la déontologie, c'est une direction voilà, nationale de la SNCF. C'est une branche qui s'occupe d'aller effectuer des enquêtes quand elle estime que l'éthique et la déontologie sont en cause dans l'entreprise. On peut imaginer dans quelles circonstances elle estime ça. Et suite à ce rapport de l'éthique et de la déontologie, deux procédures disciplinaires ont été entamées, hein, donc une contre moi, une contre Édouard. Ils avaient abandonné la mienne. Et par contre, celle d'Édouard avait perduré. Donc ça avait débouché sur un conseil de discipline où il devait être muté en gare de Brétigny le 13 mars 2017, donc de lundi 13 mars 2017, et il se suicide le vendredi 10 mars 2017 à 23h30. Voilà ce qui se passe dans les entreprises. Alors Édouard, ce n'était pas uniquement un militant syndical, hein. À l'origine, il était syndiqué, mais il n'était pas du tout délégué, il n'était pas du tout militant syndical. C'est juste un agent qui voulait des conditions de travail correctes et qui était travailleur handicapé. Donc, pour un problème de genou, voilà. Donc, on a aussi, on voit là toute la pression qu'on peut mettre dans une entreprise qui recherche la productivité à tout prix sur les travailleurs handicapés. Et ensuite, après, sur tous ceux qui réclament justice ou qui réclament de meilleures conditions de travail. Voilà, il s'était occupé donc beaucoup par la suite. Par la suite, il s'était engagé dans le syndicat pour essayer aussi d'un peu de contre-attaquer sur ce qu'il subissait et de pas uniquement être victime de tout ça. Et donc, il avait beaucoup agi en faveur des travailleurs handicapés, notamment au CHSCT. Il avait fait déplacer l'inspection du travail également, etc., qui avait reconnu qu'il y avait des problèmes avec les travailleurs handicapés dans l'entreprise. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que nombre de travailleurs handicapés sont écartés de l'entreprise, hein. Voilà, alors que la SNCF, avant, aménageait des postes pour les travailleurs malades, les agents malades ou les agents handicapés. Aujourd'hui, la SNCF se débarrasse à tour de bras, hein, au maximum, de tous les travailleurs handicapés, et pas que, et des parents isolés. Moi, j'ai défendu beaucoup de mamans isolées, etc., qui, évidemment, avaient des difficultés à cause des horaires décalés. Et donc, voilà, on voit qu'il y a une purge de l'entreprise. On parlera certainement après de ces pratiques aussi générales dans l'entreprise, mais je pense que je vais accueillir maintenant Ahmed Beral. Alors Ahmed Beral, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un délégué CGT de la RATP qui est très engagé pour la défense des femmes dans l'entreprise, qui ne supporte pas les discriminations, mais également, moi je le sais, qui a beaucoup lutté pour la santé des agents. Et on voit l'importance de ces luttes, l'importance pour une entreprise de ne pas, d'éviter d'avoir trop le coût de la prévention des risques professionnels. Et notamment, Ahmed s'était battu pour les mesures anti-Covid, pour qu'on désinfecte les bus, etc. Et je pense, Ahmed, donc pour les agents et pour les usagers. Donc j'imagine, Ahmed, que la situation d'Édouard, enfin que l'histoire d'Édouard te parle, puisque toi-même, alors moi,
je sais que tu as eu une plainte aussi enfin, tu vas parler de tout ça, mais de Chalencin, donc un sous-traitant de la RATP contre toi. Et moi-même, j'ai eu également une plainte d'un agent de maîtrise de Chalencin qui était réputé, enfin, donc j'ai traité beaucoup de salariés j'ai beaucoup de dossiers de salariés qui avaient des problèmes avec lui. Il avait porté plainte contre moi en même temps que la SNCF. En même temps qu'un cadre de la SNCF, il avait porté plainte contre moi pour harcèlement moral. Donc ça, je pense que ça va te parler, Ahmed, parce que aujourd'hui, on t'accuse de harcèlement moral envers une personne dont tu as dénoncé les agissements sexistes et harceleurs auprès des femmes de l'entreprise. Vas-y, Ahmed, c'est à toi. Ouais, déjà bonjour tout le monde et merci pour me donner la parole aujourd'hui. Ouais, déjà, je vais un peu expliquer tout ce qui s'est passé aujourd'hui parce que dans ma vie, j'en ai fait des disciplinaires, j'en ai tellement eu. Bon, je dis pas qu'avant, ils étaient bons, les disciplinaires, c'est des petits juristes. Je pensais que quand ils avaient mis des gros avocats, ils allaient quand même trouver des faits pour m'incriminer de quelque chose. Quand tu mets autant d'argent dans un gros cabinet d'avocats, je vais au disciplinaire et moi, ce qui me fait rire dans le disciplinaire, c'est qu'on me reproche des faits de grève déjà qui datent de 2019. Sachant que j'étais déjà passé à l'époque pour des faits de grève en conseil de discipline, déjà il y a 8 mois de ça. On me reproche le 13 décembre 2019, hein, c'est le courrier, hein, voilà, c'est mon compte rendu d'entretien de la direction. Le 13 décembre 2019, on me reproche que je n'aurais pas serré la main à cette personne-là. On me reproche le 6 janvier 2020 d'avoir dit ne parlez pas avec cette personne-là. J'explique sur ces deux faits-là à la direction. Je suis déjà passé au conseil de discipline à l'époque pour des faits. Je leur explique, mais expliquez-moi à l'époque pourquoi on ne m'a pas parlé de ces faits-là. On me dit que il a oublié. Il a oublié parce que, bon, bizarrement, il a oublié. C'est-à-dire que je leur dis, mais depuis 2002, c'est des faits prescrits. Ils me disent, non, vu qu'il s'en est rappelé un an après, ça tient le coup. Là, c'est la direction. Je lui dis, mais attendez. Je lui dis, ouais, mais en fin de compte, rassurez-moi, dans tous les faits de grève que j'ai fait en 2019, de quoi vous m'accusez, en fin de compte, c'est infinissable. Le premier mec qui va se rappeler de quelque chose, mais je vais finir tout le temps en disciplinaire alors. Ça, c'est les faits les plus disjonctés en 2019. Hein. On me reproche aussi, par rapport au mandat de DGI, des appels téléphoniques injustifiés le 13 avril 2020, lundi de Pâques, et le 4 mai 2020 à 23 h. Ces 2 jours, on a fait 2 DGI. Danger grave et imminent, parce qu'il y avait un problème de masse qui n'était pas conforme à l'époque, où les élastiques tombaient, la RATP avait reçu des boîtes où il n'y avait pas de date. C'est-à-dire qu'on savait que les masques étaient périmés. Et on avait fait quand même des DGI déjà dans quasiment 4 centres hein, sur notre CSE. Et on est arrivé, le dernier, c'était pour Flandre, on l'a fait le lundi. De là, ils disent qu'ils constatent que le cas d'astreinte était encore cette personne-là. On me dit que c'est des faits d'harcèlement. Moi, quand je fais harcèlement moral, moi, quand je fais des DG, déjà à la base, je n'étais pas tout seul, j'étais avec les membres de la SCCT. Et bizarrement, moi, quand on fait des DG, il y a un numéro unique. Quand on appelle, quand j'appelle, c'est pour dire voilà, on est sur le terrain, on est au dépôt de Flandre, on fait un DGI, on n'a pas son planning. Mais ils disent que pour eux, vu que c'est 3 DGI à ce moment-là, il y avait Baba, la personne incriminée ou incriminée d'harcèlement moral me dit que bizarrement, c'est toujours la même personne. C'est-à-dire que mon mandat aujourd'hui, je ne peux plus faire de DGI. Alors, je finis, hein, parce que dans leur délire, c'est parti trop loin. On ose me dire que le 6 octobre 2019, il y a un contrôle d'alcoolémie qui a été fait à Porte de la Villette. Il y a des machinistes qui m'appellent pour me dire « Ouais, Ahmed, ce contrôle d'alcoolémie, il n'est pas correct. Voilà, on vient, on conduit nos bus, on arrive, on nous fait souffler comme ça. À la base, les contrôles d'alcoolémie se font dans le dépôt comme d'habitude. J'appelle cette personne-là, on me dit que c'était un appel malveillant. Mais j'ai dit que si moi, en tant que société, j'appelle cette personne-là à 22 h, il n'est pas obligé de décrocher son téléphone. Il n'y a aucune obligation de décrocher. On me dit, c'est encore cette personne-là que vous ciblez.
C'est considéré harcèlement moral. C'est-à-dire qu'encore, c'est mes mandats. C'est-à-dire que, limite, j'ai plus le droit d'appeler plus personne. Maintenant, on arrive à la main courante. À la main courante, c'est la meilleure. En tant que référent harcèlement, je reçois une alerte d'une salariée d'entreprise qui m'alerte d'être agressée sexuellement. On lui a touché ses seins. On a essayé de l'embrasser de force. Je reçois ce mail. J'envoie à 3 membres de la direction. C'est quand même 3 membres de la direction. Ils me disent que, oui, mais dans ces 3 membres de la direction, il y avait une personne qui n'avait pas le droit de recevoir ce mail. C'est avec ma boîte RATP. Et pour quelle raison? On me dit que c'est une femme qui s'occupe de nos CA. Je dis, mais moi, quand je lui envoie un mail à cette personne-là, et je lui dis, pour information, je lui envoie la main courante, c'est pour savoir si cette personne n'a jamais eu de problème. C'est mon rôle de référencement de savoir dans la direction si elle n'a jamais eu de soucis. Et on me dit que le mot pour information, ça veut dire que vous n'avez pas fait une phrase assez longue. J'aurais dû faire une phrase pour information. Est-ce que vous avez déjà été harcelé sexuellement par telle personne? Et je leur ai dit, mais non, pour information, pour moi, ça veut dire que j'alerte. Ils m'ont dit, dans le synonyme de pour information, ça veut dire qu'on n'attend pas de réponse de ta part. C'est le synonyme. Limite, je dois être au courant de tous les synonymes qui peuvent exister sur cette planète. Et en fond, ce que je comprends bien, c'est qu'ils ont mis un cabinet d'avocats. Le serment, c'est à 2 balles, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, pour essayer de trouver où j'ai plus le droit de parler. J'ai plus le droit de faire de DJ, parce que si j'appelle, ben, je serai encore harcelé, on va m'accuser d'harcèlement moral. Déjà, à l'époque, j'avais déjà contrôlé un dépôt de bus et j'étais sanctionné en mise à pied. À l'époque, on voulait déjà me licencier pour avoir un contrôle bus. Je ne contrôle plus de bus parce que ben, je ne peux plus. Parce que si je contrôle un dépôt de bus, on va me dire c'est de la récidive. Référent harcèlement, ben là, je ne peux plus alerter n'importe quelle personne parce qu'on va me dire c'est encore de l'harcèlement moral envers une personne. En tout cas, je suis le seul membre de la SST secrétaire où on m'a retiré indirectement avec la pression qu'ils me mettent, le harcèlement qu'ils me mettent, où j'ai plus le droit de rien faire. Moi, ce que je constate réellement, c'est que cette direction, elle est partie tellement que je dénonce, et j'ai pas honte de dénoncer, parce que moi, le travail que je fais, je l'adore. Moi, j'aime bien défendre la cause des femmes, et je vais déterminer. Ils ont tellement vu que le travail de terrain avec les membres de la SST que je fais, mais qu'ils sont dépassés. Et ils veulent me faire taire à tout prix. Et ça, c'est un truc de dingue, parce que c'est la première fois que je vois que le taf que je fais, il est réglementaire, c'est mes mandats. Je suis élu pour dénoncer à la direction, mais aujourd'hui, la direction a décidé de me faire taire une fois pour toutes. Et c'est pour ça que je dis que quand je vois ce disciplinaire, c'est ils cherchent quoi réellement. Et après, moi, j'ai un coup de gueule à faire. Que la direction, elle fait ce qu'elle a à faire. J'ai l'habitude. J'en ai rien à cirer de la direction. Elle sait, je l'attaque, elle me tire dessus. Voilà. Et en plus, voilà, ils me tirent dessus. Mais moi, ce que je reproche, c'est que sur un CSE2, dans mon CSE, il y a des organisations syndicales, il y a une organisation syndicale, il n'y a pas que la CGT. Moi, ce que je constate aujourd'hui à Flandre, il y a qui était sur ce piquet? Il y avait Sud, il y avait Solidaire, il y avait la CGT. Et le reste, ils étaient où? Le reste des syndicalistes qui passent leur temps à m'envoyer des mails pour dire « Ouais, Ahmed, tu es le référent harcèlement, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Je ne vais pas citer cette organisation syndicale, mais elle doit bien se reconnaître. Elle passe plus son temps à m'envoyer des mails, mais aujourd'hui, ils étaient où pour me soutenir? Ils étaient où toutes ces organisations syndicales qui se disent combatifs? Je ne suis pas pour dénigrer les organisations syndicales, mais aujourd'hui, ce que j'ai vu à Flandre, j'ai vu que 2 organisations syndicales. Il y avait la CGT. C'est normal, c'est mon syndicat qui était là pour me soutenir. Il y avait Sudrail qui était là, des SNCF, mais à la RATP, il n'y a pas Sudrail. Et j'ai vu Solidaire. Et tous les autres syndicalistes, soi-disant combatifs, qui se revendiquent, nous, on est là pour se battre. Ils se battent où, ces mecs-là? Je ne sais pas, je suis un élu qui a attaqué. J'ai défendu beaucoup de personnes de leur obédience syndicale. Parce qu'ils m'interpellent par mail. Et je suis obligé d'aller me mouiller pour cette organisation syndicale. À toute heure pour eux. Aujourd'hui, ils étaient où? Non, mais c'est évident. C'est évident que dans un cas comme le tien, où il faut l'unité syndicale en face pour défendre les représentants du personnel qui sont attaqués pour des raisons totalement inventées, totalement absurdes et imaginaires, comme tu le dis, quoi. Et non seulement il faut l'unité syndicale,
mais il faut aussi que les salariés soient là, il faut aussi que les agents soient là. Moi, j'avais parlé à Alexandre Elgamal il y a quelque temps pour lui dire qu'il fallait absolument mobiliser entre la période où l'inspection du travail a rendu un avis négatif concernant son autorisation de licenciement et le recours qu'exerçait la direction, parce que il fallait faire pression sur la direction. Il faut faire pression sur la direction, il faut que tes collègues comprennent que même si c'est une énième péripétie pour toi, là, tu risques ta place. Et que c'est comme quand on te débarrasse un chantier comme Saint-Lazare d'un trouble-fête comme Édouard, débarrasser Flandre d'un casse-pied comme toi, c'est nuisible à tout le monde. Et il faut absolument que tes collègues comprennent qu'il va falloir à un moment donné se mettre en grève. Après, la date sera décidée, le jour du conseil de discipline ou pas, mais il va falloir agir. Ouais, mais Eric, après, moi, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, quand je vois aujourd'hui la mascarade disciplinaire, j'ai jamais vu ça. Comment tu veux convoquer un mec? Oh, tu me convoques en disciplinaire aujourd'hui, je peux bien comprendre. Pour me parler de faits de grève de 2019, de faits de grève de 2020 et des DG que j'ai fait pour sauver les salariés. À un moment donné, faut arrêter. Je suis déjà passé en disciplinaire pour des faits de grève. On me reconvoque pour ça. Comment l'entreprise, elle arrive aujourd'hui, je le dis, il faut que ça tourne. Je suis convoqué pour des faits de grève. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, ces faits de grève. J'ai bien le droit. Je veux dire, c'est une mascarade complète. Tu sais ce qu'il y avait dans le rapport de l'éthique et de la déontologie contre Édouard? Il n'avait pas baissé les yeux. Voilà un des thèmes récurrents qu'il y avait dans les témoignages des cadres contre lui. Et il est passé en disciplinaire pour ça, enfin, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que c'est pas la vérité ou la justice qui anime les directions de ces entreprises, évidemment. Ce qu'ils veulent, c'est de se débarrasser de toi à tout prix. Oui, Donc, à un moment donné, il ne faut pas attendre que le disciplinaire, ce soit pas une mascarade. oui, bien sûr que voilà. Donc, voilà, la seule chose à faire, c'est la solidarité et le rapport de force. Et oui, il faut bien sûr te qu'aujourd'hui, sauver. aujourd'hui, ce qu'on doit faire en tant que, je parle pas moi, je suis un mec de la société, mais c'est même plus un mec de la société qu'on attaque, on attaque un mec qui se bat. Aujourd'hui, bien sûr que on appelle tous les agents de la RATP, parce qu'à un moment donné, on voit bien que c'est un acharnement sur tout le monde. Il y avait Alex qu'on a essayé de frapper très fort, et on voit bien où ça a ramené. Sur des faits de grève, on voit bien où il a fini. Aujourd'hui, c'est moi qui veux attaquer parce que plus tu ouvres ta gueule et plus on veut te dégommer. Mais à un moment donné, il faut être un peu sincère. Moi, j'appelle quand même tous les machinistes de la RATP, que ce soit au RER, au métro ou tous les agents de la RATP même. On ne peut pas laisser un mec se faire attaquer sur des faits qui ne tiennent même pas la route. À un moment donné, on doit être tous solidaires. Et c'est ça la solidarité. Nous, on l'appelle, moi, en tout cas, Ahmed Béral, il appelle à la solidarité de chaque agent de la RATP, de dire à un moment donné, les potes, vous nous appelez, on doit se mouiller pour vous. Vous nous appelez, on doit attaquer la direction pour vous. Mais à un moment donné, les gars, vous aussi, vous devez mouiller la chemise. Perdre 60, 100, Exactement. 200 ou 300 balles, c'est rien. Parce que quand on ne sera plus là, ça sera à votre tour. Et à un moment donné, tu peux te mouiller. Moi, je me mouille pour tout le monde, pour toute la planète. Ça, mais à un moment donné, les potes, il faut se mouiller. Ça a été vu dans les vidéos et les témoignages que tu avais pour toi. Évidemment que tu te mouilles pour tout le monde, mais c'est pas non plus au délégué de tout faire. Un représentant du personnel, il peut rien faire s'il n'a pas les salariés avec lui, s'il n'a pas les agents avec lui. Donc moi aussi, j'appelle, comme tu le fais, toutes les organisations syndicales à te soutenir et tous les salariés, la RATP aussi, à te soutenir, à écouter ce qui va être décidé par la suite moi, pour te soutenir. Voilà. Et moi, ce que j'ai été franchement surpris, c'est quand j'ai vu quand même 31 femmes, parce qu'il y avait 30, mais il y avait 31 femmes qui ont fait une vidéo de soutien. C'est-à-dire que franchement, même les femmes, ils ont dit à un moment donné, stop, c'est bon, stop. C'est bon, Ahmed, c'est pas. C'est très, très fort. C'est une vidéo qui est très forte, moi, qui m'a beaucoup touché. Et moi, je les remercie, ces femmes-là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont osé parler. Ils ont osé lever l'omerta et dire c'est bon, lâchez la grappe à Ahmed. Il nous défend tout le temps. C'est bon, lâchez-lui la grappe. Il n'a rien fait de mal, à part nous défendre. Et là, je donne un grand respect aux femmes, à la RATP, qui ont pris la parole. Et c'est leur première vidéo. Ils ont dit ce qu'ils avaient dans le cœur. C'est bon, lâchez la grappe à Ahmed. Et ces femmes-là, je les remercie. Voilà, excusez-moi du terme. Mais j'ai l'impression qu'à la RATP, les femmes, ils ont plus de punch que les hommes. Parce qu'eux, au moins, ils sont là, ils sont déterminés, ils se tapent. Et à un moment donné, c'est ensemble qu'on va se taper. Il n'y a pas qu'à la RATP. Ahmed, je vais être obligé de t'interrompre. Ouais, on va passer. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, merci, c'est gentil.
remercier c'était normal qu'on te reçoive. De toute façon, tu sais bien qu'on va continuer à suivre ton dossier, qu'il y aura certainement d'autres lives où tu pourras t'exprimer plus longuement. Déjà, tu as eu une dure journée, j'imagine, aujourd'hui. Ouais, Voilà. Et on voit déjà qu'entre la SNCF et la RATP, il y a des techniques, des pratiques patronales pour lutter, enfin pour essayer de déglinguer les représentants du personnel. Et on va passer sur notre premier plateau, donc avec François, psychologue du travail, et Vincent Fournier, délégué CGT à la Poste. Et alors à la Poste, je pense qu'il y aura plein de choses à dire, et j'imagine, Vincent, que tu as reconnu plein de trucs entre Édouard et Ahmed. Tu as connu plein de trucs que tu as vécu toi-même ou dont tu as été témoin dans l'entreprise à la Poste. Donc, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Je vais vous laisser vous présenter puisque je vais oublier des titres dans votre longue liste de compétences. Donc, si vous voulez bien vous présenter. C'est à moi de me présenter, c'est ça? Je veux bien, oui. Oui. Donc, je suis psychologue du travail, mais j'ai un double cursus. Je fais aussi de la psychoclinique patho. Et je suis la fondatrice de la Maison Souffrance et Travail à Poissy, où nous sommes aujourd'hui un certain nombre de psys de tous les secteurs pour traiter de la question de la souffrance au travail. Voilà, la maison existe depuis 2013. En fait, à l'époque, on m'avait vivement déconseillé de la créer en me disant qu'il n'y avait pas assez de souffrance au travail et que probablement que ce serait un fiasco, cette création de maison souffrance et travail. La première année, c'est vrai qu'on a eu à peu près 800 passages. Voilà, et aujourd'hui, on gravite autour des 7000 passages annuels. Ce qui en dit long sur la souffrance au travail, en fait. Voilà. Donc, nous rencontrons des gens qui, effectivement, vivent des situations de harcèlement moral au travail ou qui souffrent des organisations délétères dans le cadre du travail. Ouais. Mais dans les deux cas, la pathologie que l'on voit apparaître, c'est quand même un syndrome anxio-dépressif réactionnel, plus ou moins sévère, avec passage à l'acte, hospitalisation en psychiatrie, soins spécifiques, mise sous traitement. Et arrêt long, très très long, de plus en plus long d'ailleurs, Oui. puisque les salariés ont la possibilité d'être arrêtés jusqu'à 3 ans pour une même pathologie et pris en charge par la sécurité sociale et la prévoyance. J'ai entendu parler il y a plusieurs années de cette association, donc la Maison Souffrance et Travail à Poissy, puisque c'est pas très loin de Mantes-la-Jolie. Et on avait été en contact avec, je crois au début, avec le cas d'un agent du gardiennage, puis ensuite d'autres agents du gardiennage, notamment suite à cet agent de maîtrise dont je parlais tout à l'heure, qui avait porté plainte contre moi pour harcèlement moral, alors que quasiment tous les agents un bon nombre d'agents sous sa responsabilité allaient en consultation à la Maison Souffrance et Travail. Et ensuite, vous êtes intervenu aussi concernant Petit Collectif, donc la réorganisation qu'il y a eu sur la région Test SNCF de Saint-Lazare à partir de 2016, où vous avez pu avoir une analyse assez précise de cette réorganisation, puisque voilà, c'était sur Saint-Lazare, vous avez eu beaucoup d'agents SNCF en consultation, et vous avez même pu faire une sorte un rapport concernant la mise en place de cette réorganisation. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu ça, ou globalement, ou nous faire un peu un historique de ce que vous constatez au niveau de cette souffrance au travail qu'on vit actuellement? Alors, par rapport au Petit Collectif, ce que j'avais trouvé de relativement curieux, pour ne pas dire autre chose, c'était le fait qu'on passait par des transformations, des changements au travail, mais de manière participative, c'est-à-dire qu'on avait proposé à tous les agents de participer à leur propre réorganisation. Et en même temps, ils participaient à leur propre élimination de leur propre travail. Et ce qui était assez curieux également, c'est que ces réorganisations avaient des conséquences extrêmement importantes, à la fois sur leur vie privée et à la fois sur leurs revenus, puisque pour certains, ils avaient des baisses de salaire de près de 500 € par mois. Alors, quand on avait des couples qui étaient les deux du Petit Collectif, ça faisait des pertes de salaire qui n'étaient pas loin de 1 000 € par mois. Donc, on avait fait tous ces calculs. Et c'est vrai que j'avais fait un courrier d'alerte à votre président, directeur général de l'époque,
pour lui signaler la dangerosité de la situation. Et c'est vrai que très peu de temps après, il y a eu la disparition d'Édouard. Je crois que c'était une dizaine de jours après, je crois. Oui, c'est ça. Et qu'à l'époque, je m'étais manifestée pour dénoncer tout ça parce que pour moi, c'était assez monstrueux, quoi. Il y avait ce déni de cette réalité de la souffrance des salariés. Et puis, il y avait cette confrontation à l'impuissance, hein, de pouvoir aider et les uns et les autres à pouvoir s'en sortir. Alors, autre chose que j'avais aussi tenté de mettre en place, c'était les reconnaissances de maladies professionnelles. Et puis, bah, certains agents du petit collectif ont été effectivement reconnus en maladie professionnelle et en accident du travail. Pour moi, c'était une manière forte de montrer qu'il y avait effectivement un lien de causalité entre l'état de santé dégradé des agents et les conditions de travail délétères. Il y a Puisqu'après, eu de- vous le savez, on est sur la faute inexcusable de l'employeur quand on est en maladie professionnelle. C'est l'article 41-21 du Code du travail qui dit que l'employeur a obligation de vous maintenir en santé physique et mentale et de mettre tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Et là, quand on est en maladie professionnelle, bah, force est de constater que l'employeur a été défaillant. Donc pour moi, la maladie professionnelle, c'est une manière à la fois légale, certes longue, laborieuse, compliquée, avec aucune garantie au bout, mais qui permet quand même de faire revaloir ses droits aux salariés quand on obtient enfin ce fameux Graal. Parce que ça permet quand même aux salariés après de défendre ses droits auprès des prud'hommes sur la faute inexcusable, mais aussi auprès du pôle social du TJ de la ville où vous habitez, hein, voilà, pour faire valoir vos droits jusqu'au bout, en fait, hein. Voilà, et ce qui est reconnu en maladie professionnelle, c'est pas le burn-out, hein, je tiens à le signaler là, c'est le syndrome anxio-dépressif réactionnel, en fait, c'est le synonyme, mais qui est décrit dans la DSM-5, c'est-à-dire dans le dictionnaire des maladies. Le burn-out n'est pas une maladie en soi, hein. Moi, je dirais que la problématique de la souffrance au travail, alors soit les organisations, les managers ne savent pas gérer, ou soit ils dénient cette réalité-là parce qu'ils sont eux-mêmes porteurs de cette souffrance-là, hein, ils la mettent en œuvre, hein. Donc on est à la fois dans le déni et dans la dénégation, je dirais, de la réalité. Et du coup, discuter avec tous ces managers sur ces conditions de travail délétères, parfois c'est un combat qui est inutile parce qu'ils sont eux-mêmes dans ce déni. Donc du coup, c'est un peu le chat qui court après sa queue. La question du harcèlement, parce que je l'ai entendu par Ahmed, harcèlement moral et harcèlement sexuel sont des questions qui sont extrêmement difficiles, hein, parce que c'est quand même au salarié de faire la preuve de ce qui lui arrive. Et ça, c'est compliqué parce que souvent, et j'entends Ahmed dire qu'il se bat et courageusement, j'entends aussi, c'est très très difficile de trouver des gens qui vont témoigner pour vous de ce qu'ils ont vu et de la manière dont le processus de destruction a été mis en œuvre. Exactement. Aussi parce qu'on se retrouve avec des gens qui doivent maintenir leur salaire parce que bah, eux aussi ont des responsabilités dans la vie et que du coup, ils ne sacrifieront pas leurs propres revenus pour défendre un collègue. Moi, ça interpelle sur la question du courage, hein, en même temps, et c'est ce que j'entends d'Ahmed, mais en même temps, j'oserais dire à Ahmed que il est urgent de prendre soin de soi aussi, quoi. Et que si on se retrouve seul face au mammouth, ça devient extrêmement compliqué et voire même dangereux. Voilà, parce que soi-même, on risque d'être mis au pilori, effectivement passer en conseil de discipline, effectivement limogé et perdre tous ses droits à soi, quoi. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, bien évidemment, mais quand il parle de femmes, de 50 femmes qui sont venues, pour, le soutenir, je dirais que le collectif est plus fort que l'individu, seul. Voilà. Bien sûr. La solidarité lutte contre le Oui, c'est ça. harcèlement et contre voilà, le collectif aussi. Ça, c'est quand on est solidaire, quand on se soutient, quand on met les hauts là, quand on ose dire les choses. Moi, c'est souvent, hein, que j'ai des gens qui témoignent de leur souffrance et qui témoignent aussi de l'abandon dont ils sont victimes par le biais des collègues, quoi. Les collègues qui voient, qui entendent, qui comprennent, mais qui ne diront jamais rien parce que, au risque de. Voilà ce que j'avais à dire un peu de ce que je viens d'entendre, voilà. Mais en même temps, sachez bien que la question de la souffrance au travail reste quand même un sujet tabou, et que, voilà, moi j'essaye d'en parler, hein, de cette souffrance au travail, mais pas de manière théorique parce que, tout le monde ne comprend pas cette théorie.
Donc du coup, j'ai écrit un livre, j'ai écrit un roman policier qui parle de la souffrance au travail, donc avec des vraies histoires, hein, Édouard en filigrane est dans l'histoire et dans le livre, mais qui parle de cette souffrance au travail un peu différemment, c'est-à-dire sous le coup d'un roman policier, voilà, avec des vraies histoires du travail. Et vous constatez qu'il y a une augmentation quand même en fréquence et Ouais. en intensité de cette souffrance, j'imagine, parce que enfin, dans les gains de productivité du système capitaliste mondialisé, il y a forcément, enfin moi je l'ai constaté, et en même temps aussi des cas de discrimination et des cas de souffrance, quoi, qui en Il y sont en a augmentation constante. Oui, oui, je dirais qu'il y a un peu de tout, hein, voilà. Moi, ce que je dirais également, c'est que, depuis, depuis le covid, hein, on a des situations de souffrance au travail qui se sont majorées et qui sont, de plus en plus complexes, en fait, avec des gens qui sont en mise à pied conservatoire alors qu'il y a pas eu de faute professionnelle, et que c'est un gardien qui, vire, le salarié, par exemple, qui doit reprendre toutes ses affaires et qui doit regagner, son foyer alors qu'il se pose encore la question de ce qui s'est passé, quoi. Moi, j'ai des gens qui sont pris pour des traumatismes, hein, en charge là et tous les métiers. C'est ça qui je pense que c'est ça qui est important de dire aussi, c'est que c'est pas juste les cheminots, c'est pas juste les Bien agents de la sûr, bien sûr, RATP, c'est pas juste les agents de la Poste, c'est tous les métiers confondus. En bien ce sûr. moment, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup les métiers du soin. C'est les métiers, hospitaliers, hein, qui sont extrêmement mis à mal, Oui, et puis, voilà, des médecins qui sont en souffrance, tous les secteurs sont impactés, en fait, hein. Moi, dans ma consultation, j'ai tous les types de métiers, hein, du reaper, jusqu'aux dirigeants, quoi. Alors, oui, bien sûr. c'est pareil, hein, il ne faut pas non plus voir, la problématique de la souffrance au travail, que dans un sens, hein, c'est-à-dire que c'est, le patron qui fait du mal à son salarié. Il y a aussi des salariés qui font du mal au patron et puis, il y a des salariés entre eux qui se font du mal. C'est dans tous les sens, hein, le truc là et soigner ça, c'est complexe. Voilà, c'est très complexe. Nous, psy, ça nous demande d'avoir des connaissances en droit privé, public, des connaissances en psychopatho, des connaissances dans les organisations. Ça nous demande aussi d'aller dans l'entreprise, ça nous demande de faire des signalements. On en fait de plus en plus, hein, des signalements à l'employeur, pour l'alerter sur, la dangerosité de la situation et ce qui est très étrange, c'est que parfois on a des patrons qui décrochent leur téléphone et qui appellent, mais aussi on reçoit des courriers, totalement incendiaires, qui nous sont adressés par des avocats qui, sont, disgracieux en fait, hein, voilà, voire, à la limite, hein et où, bah, le dialogue est compliqué, quoi et moi je pense que pour régler aussi cette problématique de souffrance au travail, ça doit passer par, le dialogue, par l'intelligence, par, la médiation, voilà parce que plus la colère monte et plus les dégâts sont grands, hein. Oui, sauf que enfin, dans une grosse entreprise comme la SNCF, ce ne sont pas les agents, par exemple, hein, notamment la SNCF, on va voir à la Poste, qui font du mal au patron, quoi. C'est une politique. C'est pour ça qu'on parle, on entame sur le service public, mais vous avez raison, ça touche évidemment le secteur privé également. Mais on est quand même sur une dynamique dans le service public de casse du service public, de casse des entreprises publiques, qui fait que de toute façon, et alors en plus on est dans une période que moi j'appellerais de post-France Télécom, c'est-à-dire qu'on a quand même eu, avec le procès France Télécom, la constatation juridique par la justice qu'il y avait enfin, des comportements fautifs et criminels de la part des employeurs. Donc, je rappelle France Télécom, qui est une entreprise publique, hein, donc à la demande du gouvernement, qui a harcelé ses salariés, merde, les salariés du public, hein, dans l'entreprise, puisqu'il y avait aussi des contractuels, mais ces fonctionnaires, voilà, des fonctionnaires de l'entreprise pour les pousser à la démission ou pour les pousser à partir, à demander d'autres postes. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la plupart des entreprises publiques, notamment à la SNCF, avec la réforme du ferroviaire en 2018. Voilà, il y a une culpabilisation des salariés de la SNCF par tout un tas de mécanismes comme la presse qui explique que les cheminots ceci, les cheminots cela. Ensuite, la Cour des comptes qui explique que oui, les cheminots coûtent trop cher. Et on voit actuellement, avec la loi LOM qui va toucher la RATP et la privatisation des lignes de bus, que la même mécanique se met en route
contre la RATP. Donc ce sont des techniques qui sont éprouvées, qui sont connues pour dénigrer déjà les salariés de l'entreprise et dans l'entreprise avoir des méthodes coercitives pour pousser les gens à partir et pour voilà. Donc là on est vraiment dans des actes que je qualifierais de criminels, puisque après le procès France Télécom, on est dans une situation où les conséquences sont connues et à la demande d'un gouvernement. Donc un gouvernement qui sacrifie sur l'autel du libéralisme les salariés des entreprises, des services publics, et avec des dégâts qu'il connaît, enfin qui sont connus, qui sont répertoriés. Voilà quoi. Et je pense que Vincent là-dessus va pouvoir nous en parler, puisque la Poste, je ne sais pas si on doit faire un classement des entreprises publiques les plus horribles, mais j'ai l'impression que la Poste, c'est quand même pas mal bien classé dans le classement, si c'est pas sur la première place, quoi. Donc Vincent, donc toi tu es syndicaliste CGT à la Poste. Ça fait longtemps que tu es militant syndical, tu es donc à la CGT, et tu en es si je ne me trompe pas, à ton 5e conseil de discipline. Tu sors de 4 mois de mise à pied, je crois que c'est ça, hein, c'est la peine maximale avant 3 mois. C'est déjà pas mal. 3 mois, d'accord. Excuse-moi, j'ai cru que c'était 4 mois, mais oui, c'est déjà. Mais déjà, ça n'existe pas, la SNCF. Hein. Il y a que. Moi, j'ai entendu ça, mais enfin, ça existe peut-être dans d'autres fonctionnariats, mais en tout cas, à la Poste, voilà, j'ai découvert qu'on pouvait avoir 3 mois de mise à pied. Donc, voilà, c'est énorme. Et donc, voilà, si tu peux nous parler un peu de la situation à la Poste, de ta situation personnelle, mais évidemment de la situation à la Poste, je te remercie. Ouais, du coup, je me présente vite fait. Peut-être donc je suis facteur au Chesnay depuis une quinzaine d'années. Bon, j'étais pas mal pendant quelques années détaché permanent pour mener un peu l'activité syndicale sur toutes les Yvelines. Et actuellement, du coup, j'ai encore quelques mandats quand même. Je suis membre du CHSCT, du coup de l'établissement de Versailles. Et je suis au comité technique et je siège aussi en commission consultative paritaire, c'est-à-dire en gros les conseils de discipline à la Poste, ce qui nous donne pas mal de boulot, parce qu'il y en a un certain nombre, et même de plus en plus au fil des semaines et des mois, je dirais. En fait, la Poste, je dirais, c'est vraiment une entreprise en effet de combat. En fait, on a vraiment des patrons qui sont formés à lutter contre les syndicalistes sous toutes les formes qu'ils peuvent entreprendre. Enfin, c'est assez impressionnant. Là, par exemple, contre les syndicalistes et contre les collègues aussi, bien entendu. Là, par exemple, un exemple, le chômage partiel là, pour la garde des enfants, on est en guerre absolue avec les chefs, avec la direction depuis la fin de semaine dernière. Et on a des chefs qui harcèlent véritablement les collègues en les appelant systématiquement chez eux, en disant la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires, on ne peut pas accorder le chômage partiel, il faut que tu reviennes absolument travailler, alors que le gouvernement a quand même prôné le contraire en disant clairement, pendant les vacances scolaires, il n'y a aucun mode de garde, donc on peut mettre les salariés en chômage partiel, en sachant qu'ils jouent certainement un peu sur le fait que le gouvernement, malgré tout, annonce cette affaire, mais n'a pas encore sorti le décret. C'est-à-dire qu'on est quand même, ça fait déjà 4 jours que les salariés peuvent être en chômage partiel, mais on n'a toujours pas de décret. Donc c'est un peu étrange quand même comme méthode. Pour en venir du coup un peu à la répression, je ne pourrais pas citer ici tous les cas, mais c'est extrêmement impressionnant en effet. Tu disais, Eric, 3 mois de mise à pied, alors ça c'est le maximum pour les salariés en CDI, mais pour les fonctionnaires ça peut aller jusqu'à 2 ans de mise à pied. Et on a un collègue par exemple de Paris, Olivier Rosé, qui en est à 7 ans de mise à pied cumulée. Sanctions pour des faits syndicaux. Et on a un cas aussi emblématique à la Poste, c'est Gaël Tirante, qui est le secrétaire départemental de Sud-Post 92, qui a été licencié, lui, après de multiples, plus d'une dizaine largement, d'entretiens préalables avant sanction, de conseils de discipline.
que la Poste a fini sur une affaire de 2010, a mis donc 8 ans à licencier, et a réussi à le licencier en mars 2018, donc il y a 3 ans. Sauf que, en fait, ce qui a été gagné, ce qui est extrêmement important dans cette affaire, c'est que depuis 3 ans, Gaël continue à exercer son activité syndicale et peut être présent sur les sites auprès des collègues tous les jours. En ayant gagné ça, en fait, ça a été une décision de justice, c'est-à-dire emblématique et extrêmement importante, qui dit, en fait, c'est pas les patrons qui décident des représentants syndicaux, c'est les salariés, tout simplement. Et donc voilà, après pour Gaël, bon, la campagne continue pour sa réintégration, parce que, évidemment, le problème, c'est qu'il n'y a pas de paye, hein, vu qu'il est licencié, donc il faut s'organiser pour... depuis 3 ans déjà pour trouver de l'argent pour lui permettre de vivre quand même. Donc la campagne continue. Moi, personnellement, du coup, comme tu disais, je suis passé 5 fois en conseil de discipline depuis le premier, c'était en 2015. Donc en gros, tous les ans, même si ça se rapproche en fait de plus en plus. Et donc j'ai eu 3 mois de mise à pied en fin d'année sur des faits en fait de grève, de la grève contre la réforme des retraites de fin 2019, début 2020, où la Poste avait d'ailleurs tenté de mettre en procédure disciplinaire 4 de mes collègues de Versailles aussi, parce que la grève avait duré 43 jours dans le centre courrier de Versailles. Mais eux ont été blanchis, ou un seul en fait a pris un blâme, et les 3 autres blanchis par la mobilisation des collègues, qui a été extrêmement forte quand ils ont été convoqués en discipline. Moi, donc, j'ai pris 3 mois de mise à pied, et là, ils nous ont sorti une nouvelle affaire, en fait, il y a quelques mois, où ils m'ont emmené à nouveau en discipline, et où ils m'accusent, en fait, apparemment, d'avoir, soi-disant, demandé des codes pendant les élections. Et en fait, ils nous sortent un dossier monté de toutes pièces, où on a des écrits, on ne sait pas d'où ils sortent, en fait, soi-disant des copies d'écran où il n'y a pas de date, il n'y a pas de constat d'huissier, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro de téléphone. Et en fait, la Poste s'est basée là-dessus pour voter mon licenciement en commission disciplinaire. Et Tu aurais truqué comme heureusement... le scrutin, c'est l'hypothèse qui est émise. Tu aurais essayé de fausser le scrutin, c'est ça? C'est plus, moi, ils l'ont même pas réellement évoqué de cette manière, mais en tout cas, c'est ce dont ils tentent de m'accuser, quoi. Mais enfin, derrière ça, évidemment, c'est tenter de se débarrasser de moi par tous les moyens. Et j'allais dire, oui, donc ils ont donc voté contre les représentants du personnel qui, eux, ont voté pour aucune sanction, un licenciement. Et comme je suis salarié protégé, ils ont du coup demandé le licenciement à l'inspection du travail. Et donc, je vais passer en entretien auprès de l'inspection du travail dans une dizaine de jours. Et évidemment, il va falloir tenter de mobiliser autour de cette affaire pour éviter mon licenciement. On organise une manifestation du coup le 24 avril à 10h30 à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est la gare qui est proche en fait de la direction départementale des Yvelines. Et donc voilà ce que je peux dire pour le moment, c'est-à-dire qu'on est en but à une répression très importante, et évidemment, au bout d'un certain temps, enfin, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, ce que j'entendais d'Ahmed, ou même ce que tu racontais sur Édouard, enfin, ça faisait écho un peu, c'est-à-dire que, enfin voilà, le problème, en fait, c'est que le petit problème là-dedans, c'est que les collègues, en fait, s'habituent un peu, en fait, hein, c'est un peu ce que racontait Ahmed, à cette répression, et se rendent pas toujours compte que ils se disent bah, on va réussir, il va réussir à se sauver. Ça fait déjà 5 fois qu'il est passé en conseil de discipline, mais sans mobilisation des collègues, sans
sans grève, etc., on n'a pas l'assurance, en effet, de pouvoir rester éternellement dans l'entreprise sans que les salariés interviennent fortement pour qu'on puisse se maintenir, en tout cas. Et en plus, on a une autre affaire aussi là qui était en fait l'année dernière, au début du premier confinement, on était intervenu sur un centre courrier pour informer de la possibilité de droit de retrait, parce qu'on était encore dans l'époque où il n'y avait pas de masque ni quoi que ce soit. Et on a la Poste en fait qui a appelé la police dans le centre parce que en fait ils se sont servis du fait déjà totalement scandaleux qui en fait ils nous donnaient pas les attestations aux permanents syndicaux à l'époque. Ils donnaient pas les attestations qui nous permettaient de nous déplacer. Et en plus de ça, donc quand on s'est déplacé, ils ont fait intervenir la police qui derrière nous a envoyé un petit PV autour de 150 €. Et du coup, on a contesté ça et ça sera jugé le 10 mai. Donc il y aura sans doute aussi un rassemblement devant le tribunal de police de Versailles le 10 mai après-midi parce que c'est aussi une affaire quand même un peu emblématique et qui avait fait un petit peu de bruit là il y a un an où clairement on avait même un avocat assez célèbre, Ari Halimi, qui avait interpellé Castaner sur cette affaire sur Twitter en lui disant voyez ce que vous faites, on ne peut pas permettre que le ministre de l'Intérieur, en gros le ministère de l'Intérieur, empêche les syndicalistes d'intervenir dans les entreprises, que c'est clairement ce que disait la Poste. Il se cachait même pas en fait du fait de dire à l'époque on avait un confinement que tout le monde a connu quand même plus dur que les suivants, où la Poste disait clairement les syndicalistes ne sont pas indispensables à la marche de l'entreprise, donc on leur donne pas d'attestation. Oui, je me souviens de cette vidéo que tu avais postée sur les réseaux sociaux où tu étais pris à partie par la direction du centre de tri. Et là, on voit comment toute cette lutte qu'il y a des entreprises et avec le gouvernement pour lutter contre la prévention des risques professionnels. Parce que là, c'est clairement, c'était soit vous mettez en droit de retrait, soit vous prenez le risque d'attraper le Covid, quoi. Donc c'était tout à fait légitime de dire aux agents faites gaffe et vous pouvez vous mettre en droit de retrait, quoi. Et donc il y a vraiment avec la casse des CHSCT et l'arrivée, la réforme des instances représentatives du personnel, l'arrivée des CSE, il y a aussi derrière toute la casse de la jurisprudence sur l'obligation de sécurité qui arrive, quoi. Et voilà, parce que c'est un frein à la productivité, c'est un frein aux dividendes, et voilà. Et je pense, on va être obligé de conclure un peu le premier plateau. Moi, derrière tout ça, ce que je vois, c'est que c'est une volonté de précariser. De toute façon, toutes ces entreprises à statut qui ont des statuts forts et qui sont d'ailleurs une garantie pour les usagers. Si un conducteur de train, c'est l'exemple le plus courant, si un conducteur de train estime que son train n'est pas en sécurité, il conduit pas le train, et il se met en retrait et il dit voilà, maintenant tu me mets un train qui est conforme aux normes, ou sinon je le conduis pas, il risque pas d'être licencié. Un postier, si on lui demande de vendre tel produit de force aux usagers qui viennent à la poste, s'il ne veut pas le vendre, il ne le vend pas et il ne sera pas licencié pour autant. Mais si c'est un précaire, il sera obligé de s'aligner sur les demandes de l'entreprise et sur la politique d'entreprise. Donc leur volonté, de toute façon, c'est de précariser, et moi je dirais derrière même de casser le fonctionnariat. Parce que ça apparaît maintenant régulièrement dans les discours politiques qu'il ne faut plus de fonctionnaires, c'est fini. Et ce que ça sous-tend derrière, moi je dirais au niveau de l'idéologie, c'est qu'ils estiment, ça montre la mentalité de nos dirigeants qui estiment que la peur et l'avidité sont plus importantes que la conviction ou les principes moraux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut avoir la trouille, il faut être avide de pognon, avoir une place garantie et pouvoir faire respecter ses convictions d'un service pour le public. C'est pas moteur pour eux, donc il faut pas casser ça. Ça nous montre à qui on a affaire au niveau des mentalités, quoi. Voilà, je ne sais pas si un de vous deux veut dire un dernier mot, mais très rapidement parce qu'on va être obligé de passer au deuxième plateau. Françoise, peut-être, si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je dirais qu'il faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à lutter. Merci. Voilà, et qu'il faut le faire intelligemment.
Et collectivement. et collectivement. Vincent? Voilà. Ouais, non, mais rapidement, oui, mais ça, je suis clairement d'accord qu'il ne faut pas baisser les bras et la lutte collective, c'est la plus importante et évidemment, enfin moi, de toute façon, personnellement, moi, je dirais que plus il m'attaque, que ça soit sur tous les plans, plus ça me renforce dans mes convictions de lutter pour mes collègues et de continuer à intervenir dans les services pour gagner en fait de nouveaux droits et je dirais, pour les faire taire quelque part, les patrons, parce que leur politique est inadmissible de toute façon. Il ne faut pas sous-estimer non plus les atteintes. Ça a été dit par François, les atteintes qu'il peut y avoir aussi quand même sur la santé. Moi, je le vis aujourd'hui, c'est-à-dire que je comprends que il n'y ait pas tant de poursuites que ça aux tribunaux face à ces faits des entreprises, parce que quand on vit un truc comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de tourner la page et d'oublier, quoi. Et donc, faut quasiment se faire violence pour poursuivre en justice et pour rester dans ce conflit, parce qu'il y a des fois où on a vraiment envie d'en sortir. C'est extrêmement destructeur et je l'ai vu auprès de mes collègues travailleurs handicapés, etc., etc. Moi, j'ai des collègues qui ont quitté l'entreprise, qui étaient délégués du personnel en même temps que moi et qui sont aujourd'hui toujours en suivi psychologique, quoi, parce qu'ils sont pas bien, quoi. Et moi, je dirais que quand même, on est au 150e anniversaire de la commune. Juste un petit mot, c'est que voilà, on est les fédérés un peu. N'oublions pas que les représentants du personnel sont élus démocratiquement par les salariés et que voilà, que les fédérés, les communards élus démocratiquement par les Parisiens ont été massacrés, exterminés à l'époque. On est toujours dans la même logique, c'est-à-dire qu'on est une classe dominante qui ne cherche qu'à exterminer, écraser. Alors, ils n'ont plus le droit de nous fusiller aujourd'hui, même s'ils aimeraient bien, hein, mais voilà, ils sont prêts à briser des vies pour arriver à leur fin. Donc, n'oublions pas qu'il faut résister et tous ensemble, et qu'il n'y a pas d'aménagement à avoir à ce niveau-là. Il faut renverser ce système capitaliste qui nous écrase. Ben, merci à tous les deux. Je vais passer avec Elsa Marcel, qui est donc une élève avocate à qui on doit la victoire notamment contre la SNCF des grévistes de l'Infrapol. La SNCF a été condamnée pour entrave au droit de grève. Ça nous montre que cette répression, elle n'est pas uniquement sur les représentants syndicaux, hein, on l'a vu, elle est également, on a des exemples, donc, notamment avec Yann Godin et Boris dans le social, qui ont été, Yann Godin, il a été licencié de Pôle emploi parce qu'il avait voulu faire respecter les règles de Pôle emploi, il avait donné les éléments réglementaires pour que les gens inscrits à Pôle emploi puissent toucher leurs droits. Boris, dans le travail social, il a émis des doutes sur les conditions de travail, il a été licencié, mais également quand on fait grève, hein, donc voilà à nouveau la répression, du pouvoir, hein, la répression patronale. Quand on fait grève, on risque aussi des représailles. Alors les grévistes de l'Infrapol, ils ont été mis 2 jours, ils ont perdu leur prime de nuit, mais il y a aussi Biocop, hein, les copains et copines de Biocop, 2 étudiants, une maman isolée, qui ont été licenciés pour avoir fait grève à l'époque dans le magasin de Biocop. Donc il y a aussi de la répression suite au fait de grève, alors que là, c'était pas des délégués syndicaux, hein, c'était juste des grévistes. Et je pense aussi aux Monoprix, hein, les Monoprix qui aujourd'hui sont en appel, qui ont eu 2 plaintes contre eux pour avoir bloqué les magasins, alors qu'ils organisaient juste des rassemblements tous les samedis devant un Monoprix différent, mais alors dans les beaux quartiers, et évidemment des smicards racisés dans les beaux quartiers, ça fait pas propre devant les magasins Monoprix haut de gamme. Donc Monoprix a porté plainte, ils ont perdu 2 fois pour l'instant, et ils passent en appel, c'est demain matin, ils passent en appel. Donc Elsa, toi tu t'es occupée également des PSE, du PSE de Grand Puy. Et voilà, je voulais que tu nous parles un peu de ce qui est mis en place, ce qui a été mis en place, parce qu'on a vu une casse du Code du travail et des protections depuis longtemps, mais qui s'est accélérée depuis 2016, avec notamment les PSE, comment ça s'appelle, les ruptures conventionnelles collectives, etc. Donc, si tu veux bien nous parler de ça.
Ouais, et bonjour à tous. Déjà, peut-être deux petits mots pour me présenter. Effectivement, je suis élève avocate et je voudrais pas m'attribuer le mérite de ce que j'ai travaillé collectivement. Donc, je travaille avec une avocate en défense salariale qui s'appelle Sabine Bernard depuis des années, auprès de qui je me forme. Et je voudrais commencer par un truc qui pourrait peut-être paraître un peu paradoxal pour une avocate, c'est de dire que je pense que le droit, en fait, c'est relativement secondaire dans tout ça. Et que c'est pas le terrain sur lequel les salariés sont le plus favorisés. En réalité, c'est là où moi j'avais un désaccord assez important, je pense, avec ce que formulait François, dans la mesure où j'ai évidemment pas de compétences en matière médicale, mais il me semble qu'on ne peut pas comparer une violence qui pourrait exister d'un salarié à l'encontre d'un patron et d'une violence hypothétique par ailleurs, parce que je pense qu'il faudrait aussi discuter du contenu de ce qu'on appelle de la violence et j'essaierai d'y revenir, mais je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan une hypothétique violence d'un salarié envers un patron et de patrons envers leurs salariés. Non seulement parce que Eric le disait bien, il y a des techniques très conscientes qui permettent de pourrir la vie des gens, en fait. Et ça date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier, mais depuis le début du droit du travail. Enfin, les tout premiers acquis en droit du travail, Eric parlait de la Commune, mais avant ça, les grandes luttes en Angleterre en 1840, les éléments un peu fondateurs de tout un tas de réflexions qui font encore aujourd'hui ce qu'est la tradition de l'extrême gauche, c'était le droit, par exemple, à la journée de 10 heures, c'était le droit de pouvoir survivre en fait au travail. Et évidemment, quand on ne peut pas survivre, c'est encore plus difficile de vivre et de vivre de façon un petit peu équilibrée, épanouie. Et c'est pour ça qu'il y a non seulement des politiques conscientes et des techniques managériales extrêmement développées qu'ils apprennent dans des écoles spécifiquement construites pour ça, parce que je veux dire, les écoles de commerce, les grandes écoles, c'est des écoles de formation du patronat, et les formations en droit du travail, c'est pareil, on est pro-employeur ou pro-salarié et on n'apprend pas la même chose, mais il y a aussi des outils politiques et des politiques gouvernementales et patronales qui ont des implications absolument directes dans la souffrance au travail. Eric aussi, ou peut-être Vincent, a évoqué la question de la fusion des instances représentatives du personnel, de la disparition des CHSCT, mais ça, c'est un truc très conscient, de voir comment est-ce qu'effectivement la lutte pour la santé au travail, auparavant, c'était source de beaucoup de contestations juridiques, mais bien au-delà de ça, hein, de véritables révoltes. Et en fait, il y avait des gens qui avaient du budget, du temps, du travail à y consacrer. Et c'est un truc évidemment qui était dans le viseur. Mais même plus structurellement, on voit que les phénomènes, et Eric m'interpellait sur les questions de crise économique, de licenciement, mais je pense que j'apprends à personne que les PSE, les crises économiques, les licenciements, les suppressions d'emplois, oui, c'est cause de souffrance au travail, mais de souffrance au chômage aussi. Et c'est là où je pense qu'on ne peut pas comparer, et je viendrai à la discussion éventuellement sur la violence ou la souffrance, mais parce que le problème, c'est que le patronat, il a les moyens matériels de faire souffrir les autres. Non seulement technique, mais il a la pression du chômage. Il est capable de dire, si tu ne travailles pas comme moi, je te le demande, mais tu es viré et tu ne pourras plus nourrir ta famille. Donc, à partir de là, il y a un déséquilibre structurel qui fait que je pense qu'on aurait tort d'individualiser la question de la souffrance et de la psychologie au travail, bien que ce soit une question où je pense que, effectivement, le drame d'Edouard et moi, j'étais là au moment où on lui a fait rendu hommage, même si je ne le connaissais pas personnellement, et c'est un des moments les plus marquants de ma vie militante. Donc, je reconnais toute la profondeur et la nature vraiment subjective de ce type d'instant. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse jamais comparer une éventuelle violence d'un salarié. Et à ce titre, peut-être pour répondre à la question qui m'a été posée, je pense que le patronat, lui, a beaucoup appris des moments de crise économique et des moments de violence, entre guillemets, parce que la dernière crise d'ampleur qu'on a vécue, qui ressemble, en tout cas, qui ressemble pas, parce que d'ailleurs, elle est d'importance moindre, mais la dernière crise économique qu'on a vécue, c'est celle de 2008. Et à l'époque, il y avait effectivement plus en 2012, le temps que ça fasse effet, entre guillemets, des vagues de licenciements et des explosions de colère absolument énormes, relativement radicales dans les modalités d'action et qui avaient mené aux images qu'on a tous en tête
des contis, des continentales qui attaquent la sous-préfecture, des goodyears qui séquestrent leur patron. Et à l'époque, il y avait une immense discussion sur la violence. C'est pas un phénomène nouveau, hein. On se rappelle en 95, c'est là où on commence à nous parler de prise d'otages. Eric, il connaît bien, c'est un cheminot, un preneur d'otages spécialiste. Et je pense qu'en réalité, quand on discute aujourd'hui PSE, RCC, APC, j'essaierai de détailler ce que ça veut dire que ces mots barbares. C'est surtout parce que les patrons, ils ont appris et ils ont cherché à anticiper ces phénomènes-là. Ils ont développé tout un tas d'outils dont la principale fonction, c'est d'éviter les contestations et les confrontations radicales, parce qu'en fait, ils en ont peur et que c'est ce qui craignent le plus. Et c'est pour ça que tu me demandais les nouveaux outils du patronat. Je pense qu'un phénomène intéressant à constater en ce moment depuis la crise sanitaire et le phénomène du coronavirus et du coup les licenciements qui commencent à se faire sentir, c'est qu'ils sont en train de tester tous leurs outils qu'ils ont soigneusement élaborés depuis 2008 et voir lesquels marchent les mieux pour supprimer le plus de postes possible, foutre des gens au chômage, sans jamais être confronté à de la révolte et à de la colère. Et je vais essayer finalement de dire comment est-ce que ce truc-là, je pense qu'ils auraient tort d'y croire, parce qu'il y a tout un tas de symptômes qui nous montrent le contraire. Mais à mon avis, un des premiers appuis de ça, c'est déjà de voir que leur objectif, on disait, il y a eu la fusion des instances représentatives du personnel, donc maintenant on n'a plus qu'un CSE, mais plus généralement, c'est de s'appuyer vraiment sur et c'est là où j'ai un autre désaccord, il me semble, avec Françoise, c'est par rapport à la question du dialogue social, parce que un des meilleurs paris du patronat pour foutre les gens au chômage, c'est de s'appuyer sur du syndicalisme de collaboration. Donc en fait, c'est de négocier, prononcer le mot de licenciement, alors que les gens vont se retrouver au chômage, très probablement, soit des accords de performance collective, donc en fait en échange de quasiment rien de la direction, parce qu'en réalité c'est des accords qui sont vides. En fait les salariés ils vont diminuer leur rémunération, leur temps de travail, mais tout ça gratuitement. Ça c'est ce que des syndicats peuvent signer avec le patron. Pareil pour des ruptures conventionnelles collectives où en fait c'est des plans de départ volontaires, mais sauf que tu n'as même plus besoin de motifs économiques. Et en fait, c'est tout simplement des méthodes de institutionnalisées, de fraude au plan social. Donc en fait, déjà que les licenciements, voilà, c'est un truc qu'on conteste en soi, mais ce que je veux dire, c'est que stratégiquement, le patronat a développé des outils qui permettent de faire ça de façon la plus discrète et la plus consentie possible. Là, il y a après moi, et c'est pour ça que je ne parlerai pas longtemps, il y a 2 salariés du groupe Total, ils en parleront mieux que moi, mais la politique du groupe Total, c'est ça. À part à Grand-Puy où il y a un PSE, ils sont capables de sortir une rupture conventionnelle collective où ils vont sortir 1400 personnes et ils expliquent que tout ça c'est consenti, c'est consensuel, ça se fait dans la plus grande des discrétions. Et là où je veux en venir, et après je vous laisserai la parole, c'est que je pense que certes ils se sont préparés, certes ils ont développé une panoplie d'outils qui ont vocation à faire passer comme une lettre à la poste les licenciements, mais aussi la question de la souffrance au travail et des risques non seulement psychosociaux, mais aussi des risques pour la sécurité des salariés. Et qu'en même temps, je pense et ça pareil, je pense que Adrien, Benjamin, ils en parleront très bien, mais je pense qu'ils auraient tort de se réjouir, parce qu'il me semble que, y compris depuis 2008 et depuis 2012, nous aussi, on a appris un certain nombre de choses. Déjà parce qu'on a vécu des phénomènes politiques, on a vécu des moments de lutte des classes. Les gilets jaunes sont passés par là. Donc, il y a des phénomènes de contestation économique, mais aussi sociale et politique qui questionnent le régime dans son ensemble. Et qu'il y a aussi un certain nombre de syndicalistes combatifs qui sont prêts à s'affronter de façon beaucoup plus... qui ne croient plus dans justement ces outils d'organisation du travail qui en réalité ne le sont pas et qui sont des outils vraiment de collaboration et qui servent à négocier la régression sociale. Et je finis sur une phrase qui, moi, me semble très éloquente d'un article que je trouve intéressant qui est de Michel Husson, où il explique dans un article qui s'appelle « Au risque du patronat, valeur de la force de travail et refondation sociale », il explique, et je trouve ça intéressant parce qu'il dit ça il y a longtemps, c'est au début des années 2000, donc je pense que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui parce que la situation, si on regarde que le volet juridique, c'est plutôt aggravé, mais je pense que le volet politique est chargé d'espoir. Mais lui, il dit « Il faut bien voir en effet que les projets du patronat sont tellement systématiques et en un sens totalitaire que personne n'envisage sérieusement de les mettre à exécution du jour au lendemain.
Les dirigeants patronaux sont suffisamment conscients de l'énorme potentiel de résistance que suscite leur projet. Ils ont en tête le souvenir du mouvement de 95 et redoutent de déclencher quelque chose d'équivalent. Dans ces conditions, la position d'accompagnement des partenaires syndicaux et gouvernementaux du patronat, loin de limiter la casse, contribue au guidage optimal de ces projets et à la définition du bon dosage. Et à l'inverse, il utilise la métaphore du judoka, qui utilise la force de son adversaire pour le renverser et le déstabiliser. Donc, je finirai juste sur ce mot-là, de dire que pour moi, il y a également des symptômes de phénomènes très, très progressistes, comme c'est le cas de la grève de Grand Puy, mais aussi de la grève de l'Infrapol, donc d'une grève offensive, et de la grève de Grand Puy, où c'est des salariés qui se sont battus pour l'emploi, qui ont aussi pris en charge la question de l'écologie. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est dans ce sens-là que je voudrais dire que, à mon avis, oui, il y a un volet juridique à tout ça, dans le sens où ça cristallise un certain nombre d'acquis ou de défaites à un moment donné, mais qu'en même temps, pour moi, le rôle des avocats, des juristes, des techniciens de matière qui concernent les salariés en tout genre, ça doit être de se jeter, entre guillemets, à corps perdu dans les luttes telles qu'elles existent, dans les résistances telles qu'elles se forgent, et de mettre vraiment ses compétences au service de ces phénomènes de contestation, parce que je pense que effectivement, c'est autour de ça qu'on est capable d'affronter la violence patronale, mais aussi de penser l'après et de penser à un autre monde débarrassé de ces souffrances-là une bonne fois pour toutes. Alors moi, pour rebondir sur ce que tu disais, moi je ne parle pas de RPS, de risques psychosociaux, qui est un terme patronal pour définir ce qui est causé par le travail et dans lequel le mot travail n'apparaît pas. Moi j'appelle ça les SCOT, les souffrances causées par l'organisation du travail. Je ne vois pas pourquoi on se laisserait imposer, en plus de toutes ces choses-là, un vocabulaire qui sert le patronat. Donc moi je parle de SCOT, de souffrances causées par l'organisation du travail. Et ce que tu disais, ça va me permettre de faire la transition avec les deux copains de Total. C'est aussi évidemment derrière l'enjeu écologique. On a, pour moi, l'archétype de tout ça, c'est par exemple l'Office national des forêts, où on voit que l'État casse l'Office national des forêts, les gardes forestiers sont en souffrance, se suicident, et tout ça pour mieux exploiter la forêt et qui est indispensable pour l'environnement et pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on a évidemment, alors avec Total, on a une casse sociale et qui s'accompagne d'une casse écologique, puisque Social est le plus gros pollueur français, j'imagine, ou un des plus gros en tout cas. Voilà, donc j'ai avec moi Benjamin Tange, qui est donc maintenant tu es toujours à Flandre, c'est ça, mais tu vas nous expliquer la casse de la raffinerie, la fermeture de la raffinerie, et Adrien Cornet de Total Grand Puy, voilà, avec la dernière lutte qu'on a suivie de très près, et les mensonges de Total sur le virage écologique, etc., etc. Donc Benjamin, tu es délégué CGT sur Flandre, sur Total Flandre. Si tu veux nous expliquer un peu ce que tu as vécu concernant la fermeture de ce site. Oui. Bonsoir à toutes et tous. En effet, une fermeture brutale et violente, qui a marqué les salariés, qui a déclenché une réaction, j'ai envie de dire, éruptive de ceux-ci, tellement la trahison a été grande et forte. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous a regardé droit dans les yeux, on nous a juré la main sur le cœur que les activités de raffinage, nos activités, on nous a arrêtés conjoncturellement. Donc c'était pour un moment donné. Et en fait, ça a été un mensonge jusqu'au bout, puisqu'on nous a définitivement arrêtés. Ça a été un arrêt structurel. Et derrière ça, il y a eu évidemment énormément de souffrances. De grandes souffrances, où on a connu malheureusement des drames, des suicides, des familles complètement détruites, des déracinements. Et derrière ces choix stratégiques, parce qu'au final, il faut quand même se rendre compte que toutes ces destructions de raffineries n'ont pas de sens. Quand on regarde, admettons, la consommation en France, puis
Et quand on constate qu'à chaque fermeture de raffinerie, on apporte de plus en plus de produits venant de Dubaï, etc., il nous a même dit qu'à l'époque, jamais du produit de Dubaï ne viendrait sur notre site. Notre site a été transformé en plus grand dépôt d'Europe, l'un des plus grands dépôts d'Europe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reçoit comme produit? Du produit raffiné de Dubaï. Donc, jusqu'au bout, la trahison a été complète et ça a été très violent, très, très, très dur pour les salariés qui ont dû faire face à ça. Il y a eu quand même 10 mois de lutte. 10 mois de lutte où on a proposé à la direction de Total de nous laisser continuer à tourner pendant un cycle, 5-6 ans, et de travailler ensemble à un projet alternatif basé sur un vecteur énergétique futur. On avait imaginé à l'époque, on a travaillé un projet hydrogène. Voilà. Le projet hydrogène, il avait comme ambition de maintenir l'emploi des salariés du statut Total, mais aussi de nos sous-traitants, parce que dans cette violence et dans ces choix politiques de l'entreprise, ceux qui trinquent le plus, c'est nos sous-traitants, qui, eux, sont complètement rasés de la carte. Donc, on voulait absolument maintenir l'emploi territorial pour éviter justement ces déracinements et puis ces destructions d'emplois et le chômage qui allait être engendré, mais aussi maintenir un certain savoir-faire, parce qu'on est quand même du savoir-faire et de nos compétences. Et donc, on avait imaginé un projet hydrogène porteur d'avenir à partir des installations existantes de la raffinerie, puisque on voyait bien à l'époque, donc je resitue, on est en 2010-2011, que déjà ça commençait à frémir, mais on nous a rayonné, on nous a dit qu'est-ce que la CGT va imaginer un projet la CGT se prend pour des patrons, c'est un peu ce qu'on nous a dit. Vous imaginez un projet, notre seule ambition, ça a été de vouloir maintenir les emplois, nos compétences. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'on ne s'était pas trompé, puisque le vecteur énergétique hydrogène est un des atouts majeurs dans cette transition énergétique et écologique à venir. Il faut quand même, je pense, notamment dans la décision totale d'arrêter la raffinerie de Grand Puy, je crois qu'il est important que les gens comprennent aussi que nos industries, nos raffineries, ils sont aujourd'hui indispensables. Ils sont aujourd'hui indispensables dans le territoire au vu de la consommation française qu'on constate. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on importe des produits raffinés, finalement, on délocalise la pollution, on ne la maîtrise pas. Et donc, nos normes à nous, chez nous en France, en Europe, permettent justement, contraignent l'entreprise à devoir faire des efforts. Et donc, à chaque fois où l'entreprise délocalise ses productions, elle s'affranchit de tout ça. Et bien évidemment, je ne parle même pas du statut social des travailleurs dans ces pays-là. Donc, c'est un premier point que je pouvais souligner. Et je vais laisser Adrien compléter et je reviendrai par la suite. Moi, ce que tu dis, ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait ni besoin économique de fermer cette raffinerie, puisque Total n'était pas en difficulté, ni un besoin du fait de la consommation, puisqu'on importe, comme tu disais, autant de produits pétroliers que ce qui était raffiné, même plus, certainement, que ce qui était raffiné à l'époque à Flandre. Donc, c'est vraiment une décision pour délocaliser, qui vise à délocaliser. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et à délocaliser les normes de pollution. Moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'on est des pions, de toute façon. Enfin, ça, on le sait depuis longtemps, mais il faut quand même reprendre, comme disait Elsa, sur l'évolution de la législation, des lois, etc. Il y a eu des attaques il y a 30 ans. Le lieu de travail et les horaires de travail représentaient un élément substantiel du contrat de travail. On avait décidé de travailler à tel endroit, dans tels horaires, parce que ça arrangeait notre vie personnelle. Et petit à petit, ils sont arrivés. Alors, quand on refusait une modification et qu'on était viré pour ça, eh bien, on
gagné systématiquement au prud'homme, puisque c'était la jurisprudence qui était comme ça. Et petit à petit sont arrivés dans le contrat de travail les clauses de mobilité, les clauses de changement d'horaire, qui font qu'on est malléable à merci et qu'on est tout à fait flexible. Et qu'on signe en plus le contrat pour dire oui, on est flexible. Là, on nous impose de faire ça si on veut être embauché. Et ensuite, il y a aussi tout sur la santé au travail. Enfin voilà, il y a eu les lois El Khomri qui sont passées avec la médecine du travail qui a été complètement privée de toute prérogative au niveau de dire est-ce qu'on peut travailler à tel ou tel endroit. Avant, le médecin du travail pouvait nous déclarer inaptes sur un lieu de travail, sur un poste, etc. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le médecin du travail ne peut plus nous déclarer inaptes quand on est déplacé par l'entreprise, alors que ça peut correspondre à un réel besoin de santé vis-à-vis de la vie familiale, etc. Quoi. Donc voilà, enfin, bon, c'est des petites réflexions qui me viennent sur l'évolution aussi et le fait qu'on facilite, que les différents gouvernements qu'on facilite tout ça et les destructions sociales que tu as vécues et dont tu parlais. Donc on a Adrien Cornet qui est de Total Grand Puy. Adrien, est-ce que j'ai besoin de te présenter? Oui, donc un petit peu vite fait, délégué CGT de la section Total Grand Puy, avec d'autres camarades, mais c'est toi qui es secrétaire, je crois, localement. Et donc tu as été une des figures de la grève de Grand Puy, où on a pu voir tous les mensonges de Total sur l'emploi et sur le social et sur l'écologie, et donc où il y a eu cette démarche de votre part, où vous avez réussi à convaincre les collègues. Alors, je ne sais pas si ça a été difficile ou pas, mais en tout cas, ça a fait l'unanimité chez les collègues et les grévistes de s'associer d'associer la démarche de lutte sociale avec la démarche de lutte pour l'écologie, avec les associations écologistes, etc. Est-ce que tu peux intervenir un peu là-dessus, Adrien, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Ouais, salut à tous, salut Eric, salut Binge, salut Elsa, salut à tous. Ouais, donc moi, je suis donc Adrien Cornet, je suis délégué syndical CGT de la raffinerie de Grand Puy. Et donc, à Grand Puy, tu l'as rappelé, on s'est battu pendant 45 jours contre un plan de suppression de 700 emplois. Donc, c'est 200 chez Total et 500 chez les sous-traitants. Et dès qu'on a appris, donc fin septembre de l'année 2020, en fait, que les capacités de raffinage allaient être fermées et comme l'a rappelé Binge, allaient être délocalisées, en fait, en réalité, dans d'autres pays où les normes sociales et environnementales sont moindres par rapport à la France. Dès qu'on a appris ça, on a posé la question directement aux Amis de la Terre et à Greenpeace, notamment les Amis de la Terre qu'on connaissait déjà parce qu'ils s'étaient intéressés au projet hydrogène qui avait porté les travailleurs de Flandre à travers des camarades comme Benjamin ou Marcel Croquefer, et aussi ils avaient cherché avec les travailleurs de la raffinerie de la Med une alternative à l'huile de palme quand le patronat, à travers Total, pensait que la solution à privilégier, c'était de favoriser la déforestation en Indonésie pour aller faire ce qu'ils appelaient honteusement du biocarburant. Là, les Amis de la Terre, donc, on était déjà en contact avec eux bien avant, notamment à la CGT Total. Et il se trouve que quand on s'est mis en contact avec eux, on a discuté et directement, ils ont compris, Greenpeace et les Amis de la Terre, à quel point cette alliance était nécessaire pour pouvoir démontrer qu'en fait, le greenwashing, la volonté totale de se repeindre en vert, c'était juste une façon de pouvoir casser de l'emploi et aggraver la pollution. Parce qu'en parallèle, de délocaliser les capacités de raffinage de Grand Puy, Total s'apprête à creuser un pipeline de 1500 km au milieu de parcs naturels en Ouganda, fait un projet gazier de plusieurs milliards au Mozambique en déplaçant de force des populations, d'après les Amis de la Terre et les enquêtes des ONG qui enquêtent là-bas. Et puis voilà, donc il faut vraiment commencer déjà, d'ores et déjà, par dénoncer le fait que non, Total n'est pas en train de prendre le virage de la transition écologique, tout simplement parce que c'est une entreprise capitaliste et qu'elle ne pense qu'à ses profits. Et il faut rappeler à quel point la transition écologique ne se passera pas dans le cadre du capitalisme. Total, en tout cas ses actionnaires, déclarent souvent qu'en dessous d'un taux de rentabilité à 2 chiffres,
aucun investissement, aucune usine ne les intéresse. Et d'ores et déjà, quand nous, travailleurs, nous nous préoccupons de répondre à des besoins en produisant des produits donc, qui sont nécessaires, comme par exemple, je le rappelais, hein, aujourd'hui, nous sommes pour dépasser les énergies fossiles, mais en attendant de trouver une alternative crédible, il faut bien remplir nos voitures de carburant qui viennent de ces énergies-là. Et donc, de fait, pour l'instant, tant qu'on n'a pas trouvé cette alternative, il faut laisser tourner les raffineries en France. Pourquoi? Parce que les normes sociales et environnementales sont supérieures à l'ensemble en fait, des autres pays. Et voilà, et donc ça permet de limiter la production et la pollution. Et aussi, ce qu'on dit beaucoup, c'est à quel point, et ça, Flandre l'a démontré avant tous les autres, à quel point les travailleurs, quand ils se penchent sur la question de l'écologie, parce qu'ils vivent au milieu des forêts, parce qu'ils veulent se baigner avec leurs enfants dans les rivières qui abordent aussi quelque part les raffineries, quand ils se préoccupent de l'air que respirent leurs enfants, ils se mettent autour d'une table et ils arrivent à penser à un projet comme le projet hydrogène avec les camarades, les travailleurs de Flandre, comme l'alternative à l'huile de palme à la MED, et aussi comme aujourd'hui ce qu'on est en train de faire avec Greenpeace, les Amis de la Terre et d'autres associations, un projet qui soit réellement qui prenne la transition écologique, qui réponde à des besoins, mais sous contrôle des travailleurs. Parce qu'en réalité, la solution, c'est pas Total. La solution, c'est pas dans des entreprises capitalistes pour la transition écologique. C'est nous les travailleurs. C'est-à-dire que parce qu'on a le contrôle, on a la connaissance de notre outil de travail, déjà d'ores et déjà, en laissant tourner les raffineries, mais en les mettant sous contrôle ouvrier, on pourrait garantir la sécurité, on pourrait garantir les rejets air, les rejets eau, protéger la planète, protéger l'environnement des raffineries. Et ça, c'est réel. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement un CHSCT qu'il nous faut, c'est mettre les raffineries sous contrôle ouvrier pour permettre que ce soit les travailleurs qui décident que cette production-là, elle est néfaste pour l'environnement, néfaste pour la sécurité des travailleurs, et qu'on aille jusqu'à arrêter l'outil de production quand on pollue et qu'on répare, et ensuite qu'on puisse redémarrer l'outil. Parce que nous, on n'est pas obsédés par le profit. Nous, à partir du moment où on a de quoi remplir le frigo, de quoi payer notre crédit et loger nos enfants, on ne se préoccupe pas de savoir combien le taux de rentabilité va être, etc. Nous, voilà, notre préoccupation première, effectivement, c'est la fin du mois. Mais une fois qu'on aura résolu cette question, alors effectivement, on se posera la question de la fin du monde et les travailleurs, c'est clairement la solution. Voilà, donc c'est cette idée-là qu'on l'a portée, et vraiment avec les associations écolo, il faut vous rendre compte à quel point faire dire à Greenpeace qu'en attendant de trouver une alternative crédible aux énergies fossiles, il faut laisser tourner les raffineries en France. Ça a été déclaré dans un journal comme Libération. C'est vous dire à quel point ça a été une bataille politique, même pour eux. Mais au final, on s'est tous parlé, on s'est tous convaincus mutuellement de besoin de se faire des alliances. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on porte la transition écologique en disant, vous savez, les associations écolo, mais aussi la jeunesse, à quel point il faut vous adresser aux ouvriers. Parce qu'en dernier ressort, c'est la classe ouvrière qui a l'outil de travail, l'outil de production dans les mains et qui peut l'arrêter pour imposer ça à l'ensemble des patrons et leur dire maintenant, on vous arrache les moyens de production et on l'a fait réellement, la transition écologique, on l'a fait maintenant. Voilà, donc ça, c'est une avancée, on va dire, c'est un acquis sans précédent de la lutte de Grand Puy, de dire à quel point la solution de la transition écologique, ce sont les travailleurs et pas les patrons, parce que ça ne se fera pas dans le cadre de la transition écologique. Il va nous falloir une véritable révolution. Et puis ensuite, il faut dire que la bataille de Grand Puy, ça a été effectivement une grève reconductible de 45 jours. Ça a été une bataille où les travailleurs, vraiment, il y avait des taux de grévistes, on n'avait pas vu ça depuis 2010, puis la grande bataille de Flandre et ensuite contre la réforme des retraites de Sarkozy. Mais ça a été une bataille particulière parce qu'elle s'est tournée vraiment vers les autres. Elle a cherché à faire des alliances partout avec la jeunesse,
avec les écolos, avec les cheminots, les traminots, avec d'autres secteurs de travailleurs qui sont venus nous prêter main forte, nous apporter la solidarité financière nécessaire pour tenir pendant ces 45 jours. Et puis, on a monté autour de cette lutte grâce à énormément de camarades qui sont venus nous soutenir, qui ont pensé l'organisation, la stratégie. On a porté l'idée de faire un comité de grève parce que nous, on était favorables et profondément convaincus que c'était l'auto-organisation des grévistes qui allait porter cette lutte. Et grâce au fait d'élire des délégués de ligne dans les différentes lignes de car, de faire porter la pensée de la stratégie à ces délégués qui constituent un comité de grève, mais ça nous a permis de faire une stratégie médiatique, mais aussi juridique, pour imposer dans une période d'atonie en réalité, parce qu'il y avait très peu de lutte à ce moment-là, vraiment d'essayer de percer cette atonie médiatique, cette atonie de lutte et de faire en sorte de convaincre l'ensemble des travailleurs qu'ensemble, on pouvait se battre et imposer un rapport de force conséquent à Total. Et effectivement, pour empêcher la fermeture des capacités de raffinage de Grand Puy, il aurait fallu, et nous on aurait voulu être des milliers, même des millions, parce qu'il faut rappeler ce qu'est Total. Total, c'est un monstre, c'est des milliards de bénéfices, c'est une implantation dans plus de 130 pays, voilà. Et c'est des entreprises capitalistes monstrueuses comme ça qu'il faut combattre. Mais quand on les combat, on les combat pas seuls. Il faut qu'on soit des milliers de travailleurs pour s'unir et arriver à penser un autre projet de société. Parce qu'aujourd'hui, la question de Grand Puy, elle est symbolique. Est-ce qu'on va continuer à regarder les différentes boîtes, les différentes raffineries, mais aussi d'autres entreprises comme Renault, comme les travailleurs de l'aéro, les travailleurs de l'automobile, se faire licencier, voire des suppressions de postes, voir le chômage exploser sous prétexte de transition écologique? Ou alors est-ce qu'on va s'organiser politiquement pour penser à constituer un rapport de force tel qu'on aille jusqu'à leur arracher les moyens de production? Parce que c'est ça la question qu'a posée Grand Puy. Parce que nous, effectivement, 45 jours de grève, il faut le rappeler, on a arraché 13 postes et 13 emplois chez Total. Quand on voit le dogmatisme, c'est pas rien. Mais pour sauver les 700 emplois, il aurait fallu encore une fois qu'on soit des milliers et qu'on arrive à leur faire peur à un point où, voilà, on a eu presque jusqu'à, même nous, on le pense profondément, qu'aujourd'hui, il faudrait aller jusqu'à leur arracher les moyens de production, il faudrait aller jusqu'à la révolution. Voilà. Enfin, ce que tu dis, c'est que en réalité, notre ambition, elle est bien plus valorisante que la leur, qui, nous, elle est de rendre la population, d'amener du bien-être et de rendre une population heureuse et de prévenir les risques et pas de faire du profit comme eux, quoi. Pour compléter ce que tu disais, même Total va aller polluer à l'étranger, mais prévoit aussi de la pollution en région parisienne, parce que la fermeture de ce pipeline qui va du Havre à Grand Puy et qui permet de desservir toute la région parisienne en passant par le sud et notamment Porcheville à côté de Mantes, etc. Tout ça, c'est une infrastructure qu'ils veulent fermer. Ils ne veulent pas dépenser l'argent pour la remettre en état alors que c'est eux qui l'ont abîmé. Et ça veut dire des dessertes par camion. On l'a vu que si à Flandre, il y a toujours autant d'arrivées de pétrole qu'il y en avait de produits à l'époque de l'ouverture de la raffinerie, en région parisienne, il y aura toujours les mêmes besoins. Et ces besoins, ils ne pourront plus passer par ce pipeline. Donc ça veut dire une desserte routière. Donc ça veut dire que également, Total, par son comportement, va polluer plus également la région parisienne par des dessertes par camion. Et c'est là qu'on a le lien aussi à nouveau le lien entre le social et l'environnement. On a une société capitaliste donc qui nous détruit socialement, hein, on l'a vu avec cette souffrance au travail, cette précarisation, cette destruction globale des droits des travailleurs et voilà tout ça pour drainer toujours plus d'argent toujours aux plus riches et qui en même temps détruit la planète. On
le voit, avec voilà, et détruit et aussi crée des risques. Hein. On voit les SNCF, comme je suis cheminot, je peux faire le lien avec les suppressions de postes. C'est actuellement le procès pour Brétigny. On peut facilement penser quand même que s'il n'y avait pas eu autant de suppression des agents d'entretien des voies, l'accident de Brétigny ne serait pas arrivé. La justice tranchera, mais on peut quand même légèrement le supposer. Hein. Voilà, moi je pense que, enfin, tu le sais très bien, nous on pense que la solution c'est un parti révolutionnaire qui permette vraiment de renverser les choses, parce que on le voit avec toute l'urgence écologique, il y a l'urgence sociale, on le voit, on en a parlé assez, hein, et Benjamin a été témoin de ce qui peut se passer dans toute une région. Quand on détruit un site d'emploi énorme dans une région, c'est toute une région qui est en souffrance, et c'est socialement extrêmement destructeur. Et également l'urgence écologique derrière qui nous dit qu'il faut absolument sortir du capitalisme et qu'il faut qu'on reprenne les choses en main. On n'a pas d'autre choix. Et je ne sais pas si l'un de vous veut rajouter un mot, parce qu'on arrive quand même, il est assez tard. Moi, je voulais juste, en fait, la problématique de fond, c'est toujours le profit, la rentabilité. On voit bien que le dogme du profit roi engendre toujours plus de conséquences néfastes et dramatiques, que ce soit en termes de maintenance, de prévention, d'environnement ou social. Je crois qu'il faut absolument lutter contre ce profit roi, ce profit à tout prix, parce que derrière, il y a des vies humaines, il y a des familles, il y a nos territoires, notre environnement, et ça, c'est sacré, et je crois que ça mérite de mener toutes les batailles qu'on mène. Voilà. Il y en a qui pensent qu'il faut sortir du Covid rapidement pour revenir à la croissance, pour retrouver le bonheur et la distribution des richesses, mais ça n'existe pas. Si on sort du Covid, ça ne nous rendra pas plus heureux, en tout cas socialement. Bon, on sera content de pouvoir retrouver des rapports sociaux peut-être plus intimes, mais en tout cas, socialement, la croissance, le retour à la croissance, qui d'ailleurs est très discutable étant donné la situation écologique, n'amènera pas plus de matériel aux petits que nous sommes, mais toute la richesse sera de toute façon drainée par les riches, quoi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Il faut sortir du capitalisme et vive la révolution. Et au 150e anniversaire de la commune, on ne se laissera pas fusiller devant le mur des référés. Hein, c'est nous qui leur botterons les fesses, espérons, quoi. Eric, voilà. Oui. J'aimerais saluer fraternellement mon camarade Marcel Croquefer, qui vit une période compliquée, qui lutte contre une grave maladie, et j'aimerais lui apporter tout mon soutien, et je sais qu'il va faire le nécessaire pour rester avec nous. Voilà. Je le salue fraternellement. Écoute, il a notre soutien aussi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bon courage. Bonne soirée. Salut.